Voilà, je me présente, Fabien Chouteau, ingénieur logiciel embarqué donc chez Adacor. Avant de commencer, on va faire un petit jeu. Je vous ai mis les contacts si vous voulez me trouver sur internet. La première personne qui trouve d'où vient mon pseudo Twitter gagne une petite carte de développement. Vous avez la ref ou pas? Bon, je vous laisse le temps de la presse pour trouver. Donc, je vais vous parler d'un langage de programmation qui s'appelle Spark. La façon dont on le présente, c'est qu'on dit que vous pouvez absolument pas écrire de meilleur code qu'en utilisant Spark. Alors c'est un peu de la provocation, mais vous allez voir qu'on change un petit peu de domaine et je vais vous montrer un petit peu j'ai surtout parlé du contexte en fait, j'ai très peu montré de code. Vous montrer d'où ça vient, comment c'est utilisé et pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on ne peut pas écrire de meilleur code qu'avec Spark. Donc le contexte, c'est des logiciels pour lesquels l'erreur n'est pas une option. Donc je ne sais pas si tout le monde fait du développement ici, j'imagine que oui, à peu près. Ouais. Et donc au quotidien, on développe des applications, différents programmes, etc. Évidemment, on ne cherche jamais à faire un truc qui ne va pas marcher, on essaie de faire en sorte que ce soit de la meilleure qualité possible. Mais pour certaines applications, les besoins de qualité sont un peu plus, on va dire, contraignants que d'autres. Et donc Spark, ça vient de ce monde-là, donc l'aéronautique, la défense, le ferroviaire, le spatial. Et donc évidemment, dans ces domaines-là, quand on écrit du code, il y a des vies humaines qui sont en jeu. Alors le logiciel qu'on appelle critique, c'est-à-dire l'option n'est pas acceptable, il y a différents points de vue. Généralement, nous on parle de ces domaines-là, ça peut être aussi la finance. Donc souvent, soit les vies humaines sont en jeu, soit beaucoup d'argent. Ça dépend des points de vue. Et donc dans ces domaines-là, évidemment, il y a des vies humaines qui sont en jeu. Donc je ne sais pas si vous repensez aux dernières lignes de code que vous avez écrites il y a, je sais pas, c'est aujourd'hui ou il y a quelques jours. Est-ce que vous serez prêt à mettre des vies humaines dans les mains de ces lignes de code? Bon, moi, ma réponse est non, pour moi. Je viens de faire du TypeScript il y a un quart d'heure. Et donc, dans ces domaines-là, puisqu'il y a ces contraintes fortes-là, puisqu'il y a cette sécurité qui est absolument nécessaire, il y a des technologies qui ont été développées pour répondre à ces problématiques. Et donc, en particulier, ce qui se passe quand on développe du logiciel pour un avion, par exemple, pour un avion de ligne, on va dire pour schématiser, avant que des passagers puissent monter dans un avion, il y a une personne qui doit mettre un tampon, qui doit dire « je certifie que cet avion est suffisamment sûr pour que des êtres humains mettent leur vie dans les mains de l'appareil ». Et donc cette personne, elle va avoir besoin de preuves. Il va falloir lui démontrer que le logiciel à l'intérieur de l'avion est d'une qualité suffisamment bonne pour que des gens risquent leur vie en montant dans l'avion. Alors dans ce cadre-là, on va surtout parler de la sûreté fonctionnelle. La sûreté fonctionnelle, ça veut dire le logiciel fait ce pourquoi il a été conçu et uniquement ce pourquoi il a été conçu. Ce pourquoi il a été conçu s'appelle des spécifications. Donc je veux que, j'en sais rien, si le bouton autopilote est désactivé, l'autopilote ne prend pas en main les commandes de l'avion par exemple, c'est une spécification. Et en fait, on définit le fait de ne pas avoir de bug quand le logiciel respecte les spécifications et rien d'autre. Tout l'objectif des gens qui font du logiciel dans ces domaines-là, c'est d'assurer la sûreté fonctionnelle. Parce qu'après, on peut aussi avoir d'autres types de bugs, parce que, comme j'ai dit, on s'assure que l'implémentation, le logiciel respecte les spécifications. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un bug dans les spécifications? C'est un autre, on va dire, c'est un autre sujet en amont, il y a d'autres problématiques à ce niveau-là. Mais nous, on va s'intéresser à la sûreté fonctionnelle. Alors, comment est-ce qu'on arrive à des hauts niveaux de sûreté fonctionnelle? C'est des trucs assez simples. On fait des tests, on fait beaucoup de tests. On fait aussi des analyses pour vérifier que les tests correspondent, que les tests vont bien couvrir l'intégralité du code. Ça s'appelle donc la couverture de code, avec vraiment des contraintes très strictes. Il y a beaucoup de code review aussi dans ces logiciels-là. C'est pour ça qu'on dit, il y a des statistiques qui varient, mais un ingénieur dans ce type de domaine va écrire en moyenne une ligne de code par jour. Parce qu'en fait, il va écrire des lignes de code, mais il va aussi passer beaucoup de temps à vérifier.
Et puis il y a d'autres ingénieurs qui vont passer du temps pour écrire les tests, parce que c'est pas la même personne qui fait le code qui écrit les tests, c'est pas la même personne qui revoit non plus le code, etc. Et donc, on évite d'aller dans le... Voilà, on cherche toutes les techniques pour avoir une preuve à la fin, c'est très important. Non seulement, c'est pas suffisant de dire c'est bon, je sais ce que je fais, le code il est bon, il faut avoir les preuves qui vont avec. Et donc dans ce contexte-là, il y a donc un langage qui s'appelle Spark, dont je vais essayer de vous présenter un peu plus maintenant. Une des fondations, on va dire, du design de ce langage, c'est le constat que la programmation, c'est de la communication. Donc on a une idée en tête qu'on veut exprimer via le langage de programmation et qu'on veut communiquer à différents outils et différentes personnes. Donc un outil, c'est très basiquement le compilateur. J'écris du code pour que... Spark, c'est un langage compilé, il n'y a pas forcément de compilateur. Mais j'écris du code pour que le compilateur le transforme en langage machine. Si le compilateur n'est pas capable de comprendre ce que je veux, il va faire n'importe quoi. Donc, plus je peux exprimer précisément ce que je veux, plus le code en sortie du compilateur sera correct et précis. Après, il y a d'autres outils qui permettent de faire des analyses sur mon code pour essayer de trouver des bugs. Il y a les gens qui vont utiliser l'API. Si j'écris une librairie et que des utilisateurs doivent utiliser mon API, plus je suis capable de préciser la façon dont l'API doit être utilisée, plus j'ai un code qui sera maintenable et qui sera bien utilisé. Et puis ensuite, après c'est tout ce qui est maintenance, donc à la fois les gens qui travaillent sur le projet avec vous, et puis aussi soi-même, parce qu'on sait qu'après quelques semaines, quelques mois, un morceau de code qu'on a écrit, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Et donc ce qu'il faut garder aussi par rapport au contexte, c'est que les projets dans ces domaines-là, c'est des projets sur des dizaines d'années. C'est du 20 ou du 30 ans. Donc ça, c'est très très important. Donc, un petit morceau de code, c'est le seul morceau de code que je vais montrer. Il y aurait des tas de choses à dire aussi sur la syntaxe et sur les différentes fonctionnalités du langage Spark. J'ai choisi cet exemple parce que ça permet de montrer un petit peu ce que j'expliquais un petit peu, le côté communication, la puissance de spécification en fait. Donc là simplement c'est une API pour un type de base, une structure de données, donc une pile. Et alors le point important que je voulais montrer ici, c'est la programmation par contrat. Donc en fait on a un type qui est une pile, on peut mettre des données sur la pile ou en enlever. Et ce qui est important, c'est, ce que je vous montrais ici, c'est les deux éléments qui sont ici. C'est des préconditions et post-conditions. Donc une précondition, c'est quelque chose qui doit être vrai au moment où j'appelle mon sous-programme. Et une post-condition, c'est quelque chose qui doit être vrai à la sortie. Par exemple, si je veux mettre un élément sur ma pile, il ne faut pas qu'elle soit pleine, parce que ça n'a pas de sens, ça serait un bug. Quand je mets un élément sur ma pile, en sortie, elle n'est plus vide. Ça, c'est un exemple de contrat. Évidemment, il y a plein d'autres choses. J'ai juste choisi de montrer très peu de code parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. C'est juste pour vous montrer un petit exemple de ce qui peut être exprimé. Et donc tout le jeu de l'outil, du langage Spark et des outils qui vont avec, c'est d'apporter une preuve. Donc là, on va passer à la partie preuve. D'apporter une preuve que à la fois l'implémentation respecte ces contraintes-là, mais aussi les utilisateurs de l'API vont respecter ce contrat. Et alors ça, comment ça se passe ? Donc Spark, il y a l'outil, il y a le langage de programmation, et il y a aussi des outils qui viennent avec. Ce que vont faire les outils, c'est qu'ils vont transformer le code en formules mathématiques, qui vont ensuite passer dans ces outils-là, qui sont donc Altergo, CDC4, CDC3, etc. C'est des outils de preuve automatique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, si on a bien travaillé, si le code est correct, on a une preuve mathématique que l'implémentation respecte les spécifications. J'ai une preuve mathématique que jamais je n'essaye de mettre sur la stack quand elle est pleine. Et on a d'autres très bonnes propriétés comme ça qui sont très intéressantes au niveau sécurité.
je suis capable d'avoir une preuve mathématique qu'il n'y a pas de buffer overflow dans mon application. Une preuve qu'il n'y a pas de division par zéro, qu'il n'y a pas d'overflow sur les entiers, etc., etc. Et donc c'est là où c'est là d'où vient notre phrase où on ne peut pas écrire de meilleur code, c'est qu'en fait, à la fin, on a une preuve mathématique de la qualité du logiciel. Alors j'ai juste, après, deux exemples très différents, mais pour vous montrer un petit peu où Spark est utilisé en ce moment. Donc le premier, c'est iFacts. Si vous prenez l'avion pour aller à Londres, vous allez passer dans la zone qui est gérée par ce système de gestion du trafic aérien. Donc ça, c'est écrit en Spark, donc ça a été prouvé mathématiquement la qualité du logiciel. Il y a des petites anecdotes assez sympas. Donc ils ont un niveau d'échec du logiciel qui est considéré comme nul parce qu'en fait il est tellement bas qu'ils ont statistiquement jamais trouvé de bug. Et je crois que j'ai entendu dire qu'ils sont obligés même de refaire des formations régulièrement pour savoir comment redémarrer le système, parce qu'ils tombent jamais en panne en fait. Donc ils perdent la connaissance de comment redémarrer le système, donc ils sont obligés de refaire des formations régulièrement. Donc voilà, si vous prenez l'avion pour Londres, vous allez passer vous allez être dans les mains du système iFacts. Et un exemple complètement différent, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes informatiques, qui a fait un petit projet de recherche qui est open source, qui est en ligne, donc c'est sur GitHub. Ils ont fait un petit micro-kernel. L'objectif c'était de faire une clé USB sécurisée. Donc là c'est vraiment plus sur l'aspect sécurité que sûreté. Donc c'est une clé USB, on peut rentrer des données dans la clé qui vont être chiffrées, et ils ont prouvé l'implémentation du micro-noyau en montrant qu'il n'y a pas de buffer overflow par exemple, en utilisant Spark. Voilà, donc c'est la fin de ma présentation. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur notre site de e-learning qu'on a lancé l'année dernière. Donc juste pour préciser, la compagnie pour laquelle je travaille, on fait que de l'open source, donc Spark c'est de l'open source. Le compilateur, il fait partie de GCC, il est open source aussi. Donc on a pas mal de trucs sur GitHub. Et là on a un site qui est un site d'e-learning interactif, donc vous n'avez pas besoin d'installer les outils, il y a des cours sur Spark, vous avez juste à cliquer dans le navigateur, vous pouvez lancer l'épreuve, avoir les résultats, donc ça permet d'essayer rapidement. Et puis je vous ai amené quelques petites documentations et goodies pour ceux que ça intéresse. Voilà.